C'est un plaisir exquis de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les titres du journal. Crime du 28 septembre 2009 et ouverture du procès ce 18 décembre. Cet accusé comparaît entre autres pour abus d'autorité, meurtre et assassinat. Colonel Bienvenu Lama donne sa version des faits. Une première journée d'intense débat. Sécurisation de l'espace maritime guinéen, 6 vedettes de patrouille sont entièrement rénovées par l'état-major de l'armée de mer. Ces vedettes sont mises à la disposition de la brigade flottante de la marine nationale. À Kouroussa, le travail de la terre est pris au sérieux. Les fils et sortissants des résidents se tournent davantage vers le domaine. Des plaines rizicoles sont valorisées. Dernier candidat, la mise en valeur de 137 hectares. C'est tout pour les titres. Place au sommaire. À présent, le contenu de ces décrets. Décret D 2025-0261 PRG SGG portant nomination de magistrats. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2013-054 CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats, vu la loi organique L 2013-055 CNT du 13 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, vu la loi L 2015-019 AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire de la République de Guinée, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2023-0083 PRG CNRD SGG du 22 mars 2023 portant attribution et organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, vu les nécessités du service décrète. Article 1er. Les magistrats dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Cour suprême, parquet général, avocat général, Monsieur Ibrahima Ankamara, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Nzérékoré, cour d'appel de Kankan, 2, parquet général, procureur général, Monsieur Marouane Baldé, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Massanta, 3, tribunal de première instance de Massanta, procureur de la République, Monsieur Salimou Djabi, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Abbé, 4, tribunal de première instance de Nzérékoré, procureur de la République, Monsieur Algassimo Diallo, précédemment procureur général près la cour d'appel de Kankan, 5, article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0262 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi ordinaire L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2021-0059 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République, décrète. Article 1er. Le colonel à la retraite, Karamoko Kamara, ancien commandant du bataillon du quartier général, est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2.
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. C'est le rêve de plusieurs années qui se concrétise en Guinée, la transformation sur place de ses ressources minières, des montagnes de bauxite parmi les plus importantes au monde, extraites, chargées, exportées, mais rarement valorisées. Un pays riche de son sous-sol, pauvre de sa transformation. Véritable paradoxe, accepté malheureusement comme une fatalité. Aujourd'hui, cette fatalité est brisée. La Guinée décide de changer de trajectoire. C'est l'édito de cette édition réalisée par la DCI. On suit Fatoumata Kourouma. Pendant des décennies, la Guinée a porté sur ses épaules un paradoxe cruel. Un sous-sol parmi les plus riches de la planète et une économie trop longtemps cantonnée à l'exportation brute de ses ressources. De la bauxite chargée dans les cales des navires, des minerais quittant le pays sans transformation et avec eux, des milliards de valeurs ajoutées perdues, des emplois manqués, des opportunités envolées. Ce cycle, longtemps présenté comme une fatalité, est en train d'être brisé. Et ce tournant porte un nom, une date et une volonté politique assumée. Le leadership du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le 8 avril 2022, il convoque l'ensemble des compagnies minières opérant en Guinée, notamment celles disposant de conventions incluant la construction de raffineries. Le message est sans détour. Les engagements doivent être respectés. Vous êtes venu en Guinée pour investir afin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient faire non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Fini le temps des promesses sans calendrier, fini les conventions dormantes, fini l'exportation exclusive de matières premières brutes. Désormais, le partenariat est clair, gagnant-gagnant, mais fondé sur la transformation locale, la création de valeur sur le sol guinéen et le respect strict des engagements contractuels. Ce jour-là, la doctrine industrielle de la Guinée s'est posée et a donné lieu au 26 mars 2025 qui restera gravé dans l'histoire économique de la Guinée. Ce jour-là, à Bofa, les travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société chinoise State Power Investment Corporation SPIC ont effectivement démarré. Un acte concret, un signal fort, une rupture nette avec des décennies d'attentisme. La construction de cette première raffinerie d'alumine est complètement en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Une vision hautement stratégique de développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années. À travers le pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040 de la République de Guinée indépendante et souveraine. La présente cérémonie de lancement des travaux de construction de la première raffinerie d'alumine de la Guinée souveraine
qui nous réunit aujourd'hui représente une avancée majeure dans la marche vers l'industrialisation de notre pays. Cette cérémonie est devenue possible grâce à la détermination, à la volonté, à la clairvoyance, au leadership fort de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, de transformer sur place la bauxite en alumine. Ici, à Bofa, oui, c'est possible. Dès le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité et rappelé toutes les entreprises minières opérant en Guinée leurs obligations de construction de raffineries, conformément à leur convention de base qui stipule la réalisation des raffineries en République de Guinée. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leurs raffineries en Guinée n'ont plus d'excuses, doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions signées. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Pour la première fois depuis l'indépendance, la République de Guinée engage sur son propre sol la construction d'une raffinerie d'alumine moderne, pensée non comme un simple projet minier, mais comme un pilier de l'industrialisation nationale. Car, il convient de le rappeler, la seule raffinerie d'alumine qu'ait connue la Guinée, celle de Fria, a été construite à l'époque coloniale et mise en service en 1960, il y a plus de 65 ans. Depuis, rien, jusqu'à maintenant. Le projet SPIC s'inscrit dans une dynamique industrielle majeure, avec une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes d'alumine, un investissement estimé à 1 milliard de dollars, une centrale thermique de 250 mégawatts, dont 100 mégawatts injectés dans le réseau national, un quai d'expédition de 35 000 tonnes et des infrastructures énergétiques dédiées. La raffinerie de Bofa, en plus d'être une usine, c'est un levier de souveraineté économique. Au-delà des chiffres, ce sont environ 10 000 emplois directs et indirects, des programmes de formation, un transfert réel de compétences et de technologies qui redessinent le paysage industriel guinéen. Je tiens à rendre un hommage au gouvernement guinéen, au peuple guinéen et à l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée pour le soutien précieux au développement de notre projet. En septembre 2013, nous avons officiellement signé la convention minière du projet avec le gouvernement guinéen. La première phase du projet a été lancée en mai 2019 et mise en service avec succès en septembre 2021. Dans le processus de développement du projet, SPIC a toujours assumé ses responsabilités sociales et a tissé avec le peuple guinéen des liens d'amitié et de confiance profonds. Ainsi, quelques mois après le lancement de la raffinerie SPIC, Winning Consortium Alumina Guinée devient la confirmation d'une nouvelle ère. Le 12 décembre 2025 à Dobali, dans la sous-préfecture de Kamfarandé, un second jalon est posé. La Guinée, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, lance officiellement la raffinerie d'alumine de Winning Consortium Alumina Guinée. Cette raffinerie devient ainsi la deuxième initiée depuis l'indépendance et un fait s'impose avec force. Les deux seules raffineries d'alumine jamais lancées en Guinée l'ont été sous sa gouvernance. Cet événement marque la concrétisation d'engagements contractuels pris dans le cadre des conventions minières signées entre l'État et les partenaires industriels de la République de Guinée. Et témoin de notre volonté commune de passer d'un modèle d'exportation brute de nos ressources naturelles à un modèle de transformation locale dans un esprit gagnant-gagnant. Construire une raffinerie en République de Guinée n'est plus une fatalité,
Ce n'est plus une option. Si vous avez l'obligation de faire la transformation locale du minerai, la détermination, le leadership, les orientations stratégiques du chef de l'État sont très claires. Vous le ferez. Implantée sur 109 hectares, adossée à l'un des gisements de bauxite les plus riches au monde, la raffinerie de WCAG repose sur un procédé Bayer de dernière génération, couvrant toute la chaîne de transformation, de la dissolution à la calcination. Un investissement de 1,2 milliard de dollars, plus de 2000 emplois directs, près de 10 000 emplois indirects et une échéance claire, 2028. Ce projet suit celui de SPIC, State Power Investment Corporation, dont les travaux de construction ont démarré le 26 mars 2025 pour une fin des travaux prévus le 31 décembre 2027. Pour rappel, c'est en 1957, c'est-à-dire avant l'indépendance, que les travaux de construction de la première raffinerie d'alumine en terre africaine a démarré à Fria. Cette raffinerie a été inaugurée le 30 avril 1960. C'est pourquoi nous disons sans l'ombre d'aucun doute que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre cher pays, qui ne se limite pas seulement au projet Simandou. C'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'importantes réformes ont été engagées et mises en œuvre dans le secteur minier. Ces réformes ont fait de la Guinée un grand acteur mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium à cause de son impact sur le marché mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater aujourd'hui le démarrage de construction de cette raffinerie en terre guinéenne. La fin des travaux de construction est prévue à fin 2028, soit 2 ans de construction, ce qui est unique dans les projets de construction de raffinerie. Cela témoigne de la confiance des investisseurs internationaux à notre cher pays. Ici encore, pas de discours creux, des délais, des engagements, des résultats attendus. Tout d'abord, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président Mamadi Doumbouya pour son engagement indéfectible et en faveur de l'industrialisation nationale qui a donné une orientation claire et une confiance inébranlable pour l'investissement et le développement. Cette installation améliorera considérablement les capacités de transformation locale en Guinée, favorisera le transfert de technologies et créera des opportunités d'emploi hautement qualifiées, renforçant ainsi la position stratégique de la Guinée dans la chaîne industrielle mondiale de l'aluminium. Avec le lancement de cette raffinerie, nous ouvrons un nouveau chapitre, celui de la transformation locale et de l'augmentation de valeur. Produire à Dobali une alumine issue de nos propres ressources représente un tournant stratégique pour l'économie nationale et pour l'intégration industrielle du secteur. Ce projet transformera en profondeur notre économie par le transfert de compétences et la création d'emplois hautement qualifiés. Après le bond sans précédent de nos exportations de bauxite, nous comptons, avec d'autres entreprises du secteur bien sûr, faire de la Guinée un acteur majeur de la filière de l'aluminium. Cette dynamique ne s'arrête pas aux 2 raffineries déjà lancées. D'autres projets de raffinerie sont en cours de finalisation, portés par la même exigence de transformation locale et de respect strict des engagements contractuels. Afin de garantir la crédibilité et la réussite de ces investissements structurants, un suivi rigoureux et permanent des travaux est assuré par le comité stratégique de suivi du projet Simandou sous l'autorité directe du chef de l'État. Ce dispositif de gouvernance permet de veiller au respect des délais contractuels, à la conformité des engagements pris par les partenaires industriels et à l'alignement de chaque projet avec la vision nationale d'industrialisation. C'était important pour nous
de venir toucher du doigt, s'assurer effectivement que ce qui est marqué sur les papiers, sur les documents contractuels, sont effectivement en train de se matérialiser sur le terrain. Nous félicitons vos équipes. Il faut rappeler que l'État guinéen a des parts dans cette raffinerie. Au-delà des obligations réglementaires prévues dans le Code minier. Et vous l'aurez aussi compris, les préoccupations du président qui sont au cœur aujourd'hui de sa vision de développement Simandou 2040, c'est le capital humain. Ouais. Et donc, comment former l'expertise guinéenne qui peut reprendre les projets, qui peut suivre les projets. Et nous avons, en bonne intelligence, aussi travaillé avec SPIC pour que le projet, dès sa phase de construction, nous puissions anticiper le capital humain guinéen que nous n'avons pas sur place, qu'il va falloir former. Sauf qu'il ne faut pas attendre que la raffinerie ouvre pour commencer à former. Donc les formations ont déjà commencé. On parle des 14 sur les 100 qui doivent partir. Les 14 premiers qui sont partis, normalement c'est 100 personnes qui doivent partir sur les 5 ans. Et chaque année, on doit envoyer 25 à 30 personnes. Ce sont les futurs cadres de la raffinerie qui vont piloter la raffinerie. Voilà. Et on les appelle les talents. C'est les talents qui sont partis et qui doivent revenir. Dans un premier temps, monsieur le ministre nous a conseillé de prendre au niveau du centre de perfectionnement d'Alaba. Maintenant, à partir de l'année prochaine, on va prendre au niveau baccalauréat. Les meilleurs élèves au baccalauréat vont être sélectionnés pour aller en Chine. L'objectif est clair, structurer l'ensemble de la chaîne bauxitique guinéenne, de l'extraction à la transformation, en intégrant l'énergie, la logistique et les services industriels afin de bâtir un écosystème cohérent, performant et durable. À travers ces projets, la bauxite cesse d'être une simple matière première exportée brute. Elle devient un véritable levier de transformation économique, un moteur d'industrialisation capable de générer une valeur ajoutée durable, d'élargir le tissu industriel national et de positionner la Guinée comme un acteur stratégique de l'alumine et de l'aluminium, tant à l'échelle africaine qu'internationale. C'est ainsi que se dessine pas à pas une chaîne de valeur bauxitique intégrée, pensée pour maximiser les retombées économiques locales, renforcer la souveraineté industrielle du pays et inscrire la transformation des ressources naturelles au cœur du développement national. Ces projets ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une vision globale, Simandou 2040, un programme stratégique qui ambitionne sur les 15 prochaines années de faire de la Guinée un hub industriel, un acteur majeur des minerais transformés, une économie structurée autour de la valeur ajoutée locale. Infrastructure, énergie, transport, technologie. Le troisième pilier de Simandou 2040 prend forme à Boké et à Bofa, là où la souveraineté économique cesse d'être un slogan pour devenir une réalité mesurable. À l'heure où la Guinée franchit un cap décisif avec le lancement des raffineries d'alumine de SPIC et de WCAG, l'émergence d'entreprises minières locales comme Nimba Mining Company, à 100% de capitaux guinéens, illustre la volonté de bâtir une industrie intégrée, créatrice de valeur sur le territoire national. C'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba Mining Company, ici à Kamsa, dans le Bagataï. Ce n'est pas un simple départ de minerais. C'est aussi grâce à une intelligence collective, le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier, le fruit d'une volonté patriotique, claire, incarnée par le chef de l'État. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles, pour le bien-être de ses populations. Ce succès
de la première société minière détenue 100% par l'État guinéen marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de développement minier. Une ère où la Guinée prend en main. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Une ère où la Guinée prend en main l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, jusqu'à la commercialisation de son minerai. L'ambition ne s'arrête pas à la bauxite. La Guinée se projette vers un autre chantier stratégique, la transformation locale de l'or. Le projet Nimba Gold Refinery s'annonce comme un tournant majeur. Une capacité de traitement pouvant atteindre 730 tonnes d'or par an, l'ambition de devenir la plus grande raffinerie d'or d'Afrique, en synergie avec des projets miniers structurants comme Bankan, attendu à partir de 2026. Là encore, les impacts sont clairs, création massive d'emplois, augmentation des recettes fiscales, structuration de la chaîne de valeur aurifère. La souveraineté économique guinéenne n'est plus un rêve lointain, elle n'est plus un discours, elle est désormais un enchaînement d'actes concrets. À Dobali, dans Bokeh et à Bofa, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire. Une histoire où nos ressources ne quittent plus la Guinée à l'état brut, mais où elles sont transformées ici par des mains guinéennes pour créer de la valeur guinéenne. Une histoire où chaque tonne de bauxite devient une opportunité d'emploi, de savoir-faire, de dignité retrouvée. Une histoire où la valeur ne s'envole plus vers l'extérieur, mais irrigue nos territoires, fait grandir nos entreprises, renforce nos PME à capitaux guinéens et ouvre enfin le marché industriel international aux entrepreneurs d'ici. Car derrière ces réformes, il y a une vision claire, le respect du contenu local, le choix assumé de confier du business aux entreprises guinéennes, de former des techniciens, des ingénieurs, des cadres capables de porter l'industrie nationale et de bâtir une économie qui profite d'abord aux Guinéens. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée ne se contente plus d'extraire. Elle transforme pour créer de la richesse sur son sol. Elle industrialise pour offrir un avenir à sa jeunesse. Elle s'affirme pour reprendre en main son destin économique. Et derrière chaque chantier de raffinerie qui s'élève, il y a une promesse silencieuse mais puissante, celle d'un pays qui croit enfin en lui-même, d'un peuple qui se relève et d'une Guinée qui avance. Ce mouvement est lancé, il est structuré, il est porté par une volonté politique assumée. Et désormais, il est irréversible. Au chapitre justice, crime du 28 septembre 2009, je vous l'annonçais dans les titres, réouverture du procès ce 18 décembre. Sept accusés sont appelés à la barre pour abus d'autorité, meurtre et assassinat notamment. Cet autre groupe avait été cité par Toumba Diakité pour leur implication dans le recrutement de Kalia. À cette première audience, colonel Bienvenu Lama livre sa version des faits. Kerno Younoussaba, compte rendu d'audience. Jonction de procédure ou pas, le colonel Bienvenu Lama et 6 autres comparaissent devant le tribunal criminel de Dixine. La réouverture du procès des événements du 28 septembre constitue en réalité la poursuite du procès complémentaire, un an après la condamnation des Dadis, Toumba et leurs co-accusés. Il y aura jonction de procédure parce qu'ils sont tous poursuivis pour les massacres, les infractions commises au stade du 28 septembre en 2009. Et ensuite, c'est des personnes qui sont reprochées d'avoir, d'une façon ou d'une autre, participé, en tout cas de façon à donner les moyens pour les personnes qui ont eu à commettre les crimes au stade. Et nous ne sommes vraiment pas pour cette jonction de procédure. C'est pourquoi, dès l'entame du procès, nous nous sommes opposés à cette jonction. Heureusement que le président a compris qu'à l'entame de ce procès, il n'était pas question de procéder à une jonction Dans cette phase du dossier, il s'agit d'examiner le rôle des recrues de Kalia, leur présence sur les lieux et leur implication présumée dans les tueries. Des témoignages à charge, notamment ceux de Toumba contre Bienvenu Lama, ont motivé la réouverture du procès. Le tribunal criminel de Dixine
autrement composé avec la présence de nouvelles figures, va examiner les accusations et contre-accusations. Tout porte à croire que des confrontations pointent déjà à l'horizon. Évidemment, pour M. Toumba Diakité, ce sera une nécessité absolue, parce que c'est lui le principal témoin à charge contre Bienvenu Lama. J'espère qu'il acceptera de venir témoigner et de réitérer surtout tous les propos qu'il a tenus à l'audience et au moment de son procès. Ce n'est pas nous qui demandons, c'est Toumba Diakité qui a dénoncé mon client. Il a refusé de venir à la confrontation, à l'instruction. Aucun juge, aucun parquetier ne l'y a contraint, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous dénonçons fermement cette injustice, ce déséquilibre entre les parties au procès. Bienvenu Lama et 6 autres accusés, dont 3 en fuite, seront interrogés pour plusieurs chefs d'accusation: abus d'autorité, meurtre, assassinat, viol, coups et blessures volontaires, enlèvement, torture, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Cette procédure s'inscrit dans la lutte contre l'impunité et vise à rétablir les droits des victimes du 28 septembre 2009. Après une journée riche en débat, le procès est renvoyé au 12 janvier prochain pour la suite. Santé Direction Farana, mise en service de la centrale de production d'oxygène. L'acte est officialisé par les ministres de la Santé et de la Défense nationale. Cette infrastructure est la 7e du genre dans les régions administratives. Kerno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. La centrale de production d'oxygène médical de Farana vient couronner ce dispositif national en couverture de cet élément vital dans cette région administrative. L'oxygène produit dans cette centrale sera acheminé gratuitement dans les hôpitaux préfectoraux de la région de Farana. La réalisation de cette centrale permettra de sauver la vie des personnes vulnérables comme les bébés et les femmes enceintes. Elle incarne notre volonté commune, que chaque mère, chaque enfant et chaque patient ait l'oxygène vital, sans obstacle ni inquiétude. Ce projet n'est pas seulement une infrastructure, c'est le symbole d'une coopération qui donne à chacun la possibilité de vivre et de s'épanouir. Cette infrastructure est le fruit d'un partenariat solide entre le gouvernement à travers le ministère de la Santé et l'UNICEF par le biais du Fonds mondial. Les premières bouteilles d'oxygène produites par cette centrale sont pour la plupart acheminées dans plusieurs structures sanitaires de la région de Farana. La centrale de production d'oxygène médical que nous inaugurons aujourd'hui répond à un enjeu vital. L'oxygène est un médicament essentiel, indispensable à la prise en charge des urgences, de détresse respiratoire, des femmes enceintes dans des situations compliquées et difficiles, des nouveau-nés et des patients atteints de maladies chroniques. Avec cette infrastructure, Farana renforce son autonomie sanitaire et réduit durablement sa dépendance aux approvisionnements extérieurs. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour sa vision stratégique, c'est-à-dire à long terme, la construction d'une structure sanitaire, d'une architecture de santé pour le pays, et qui est en cours depuis 4 ans. Nous félicitons le ministre de la Santé pour l'application des instructions du chef suprême des armées par un esprit dynamique. À travers la réalisation de cette centrale d'oxygène, une avancée majeure vient d'être franchie dans la prise en charge des complications respiratoires dans cette région. Parallèlement, dans la capitale forestière, remise des titres de prise en charge, c'est au profit des malades indigents. Objectif, redonner le sourire à ces patients qui sont dans l'incapacité de se prendre en charge. Moussa Kouyaté. Zirekore, capitale de la région forestière, à plus de 1000 km de Conakry. Des malades indigents ont bénéficié des titres de prise en charge sanitaire. Un programme national initié par l'État et coordonné par le Fonds de développement social et de l'indigence. Pour l'année 2025, l'État guinéen s'est fixé pour objectif ambitieux de prendre en charge 1000 malades indigents sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, plus de 1200 malades indigents ont bénéficié de cet apport de l'État.
Cet objectif ainsi atteint à plus de 120%, preuve de la forte volonté politique et de l'efficacité des mécanismes mis en place depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Cette cérémonie, au-delà du caractère qui le revêt, est dans le programme du gouvernement pour une santé universelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Ces malades indigents venus de toutes les préfectures de la région ont salué les efforts de l'État à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Je suis vraiment content et je remercie le groupe qui est venu pour nous sauver et je remercie le président Mamadou Doumbouya de ce qu'il est en train de faire ici en Guinée. Je tiens à féliciter très sincèrement le Fonds de développement social et d'indulgence. Et je leur demande, je sais qu'ils font un bon travail, mais quand on fait un bon travail, on demande beaucoup. Donc le gouvernement va demander beaucoup, je sais que vous êtes capable de le faire, votre target va être augmenté, donc je tiens à vous remercier. Ici dans la salle, le cas spécial de cet enfant d'une dizaine d'années a attiré l'attention du public. Ses parents en larmes ont sollicité l'intervention personnelle du chef suprême des armées pour pouvoir l'évacuer en dehors du pays. Dans l'actualité toujours, 18 décembre 2023, 18 décembre 2025, il y a 2 ans, le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum était ravagé par les flammes. Un deuxième anniversaire sur fond de tristesse. Au-delà des pertes en vies humaines, plusieurs femmes entrepreneurs ont vu leur business négativement impacté. La page est tournée, elles bénéficient des subventions. Ce jeudi même, les opérations ont commencé. Mohamed de Kamara. En décembre 2023, un incendie a touché le dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum. Cet incident tragique a coûté la vie à plusieurs personnes, également des économies des femmes entrepreneurs lourdement impactées. Pour élever l'économie de ces femmes sinistrées après l'incendie, le FMI, à travers le ministère de l'économie et celui de la promotion féminine, vole au secours de ces femmes. Sur le terrain, l'opération est pilotée par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. Il était important pour nous que ces femmes puissent se relever après cet incendie. Mais donc aujourd'hui, c'est une suite logique parce que nous avons apporté les premiers soutiens économiques à ces cibles. Les ménages sinistrés de Kaloum, avec 100 micro-projets à fort impact, pour une valeur de 5 millions de dollars. Le premier groupe de femmes bénéficiaires de la subvention seront servis dans quelques jours. Mais bien avant, certains règlements de partenaires microfinance Cofina seront édictés. Nous remercions le ministère de la promotion des femmes qui s'est beaucoup investi. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont demandé de faire nos projets. Nous avons mis nos projets. Et vraiment, ça y est en bonne voie et ça y est en train de se réaliser. Notre rôle aujourd'hui ici est pour aider les communautés individuelles, les communautés victimes à surpasser cet événement. Ce que nous avons vu nous a beaucoup ravis parce que le message a été porté sur un message de positivité. Ce que le gouvernement a fait, on est venu aussi de réitérer que tout ça témoigne de la solidarité que le gouvernement apporte à leurs actions et à leur sort. Cette date du 18 décembre 2025 coïncide au 2e anniversaire de cet incident tragique. Une occasion pour les autorités de se souvenir à travers la lecture du Saint-Coran et des prières. 2 ans après l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Coranty à Kaloum, le bureau des sinistrés sort du bois. Sur ce plateau, le président de la structure, il s'agit de monsieur Amara Touré. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Première question, quel rôle avez-vous joué depuis après ce sinistre? Merci, mon frère. Nous avons d'abord préféré faire la sensibilisation. Parce que dès le premier jour, c'était des lacrymogènes, les jets de pierre. On a compris que ça n'allait rien résoudre. Et il fallait élaborer une commission, un bureau, qui allait négocier avec les autorités. Sur ce, nous avons élaboré une plateforme revendicative qui s'articulait sur 4 points.
la rénovation de l'hôpital mère et enfant Bernard Kouchner, c'est déjà fait, rénové, meilleur même qu'avant. La rénovation de l'école, collège et lycée, 28 septembre, d'ailleurs encore mieux qu'avant, et équipé d'une salle d'informatique qui n'était même pas avant. Troisième, c'était les vivres. C'est là, on peut dire, au premier recensement des sinistrés, on a enregistré 2197 ménages. Et avec le retour des hospitalisés, des blessés et ceux-là qui s'étaient déplacés, on a encore exigé aux autorités de leur prendre en charge. Cela aussi s'élevait à 1492. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons 3689 sinistrés, les deux. Donc, on peut dire alors que toute la plateforme revendicative est prise en compte. En compte. Quatrième, c'était l'habitation. On a recensé 322 locataires qui ont été indemnisés. Il y avait 19 qui étaient aussi absents parce qu'ils étaient hospitalisés ou déplacés. Mais les 303 ont reçu chacun d'abord 1 million comme frais de transport et 17 500 000. Ça, c'est au niveau des ménages? Oui, des ménages. Au niveau des ménages locataires. Et les concessionnaires aussi, on avait commencé l'indemnisation à la hauteur de 60 millions. Ok, acceptez avec moi, parce que parmi les sinistrés, on retrouve aussi des entrepreneurs. Oui. Bon, de ce côté, quelle a été la contribution du gouvernement? Parce qu'on parle d'un montant, oui, d'une assistance globale qui se chiffre aujourd'hui à plus de 80 milliards de francs guinéens. Oui. Oui, parce que l'État, à travers ses services humanitaires, a beaucoup intervenu. Il faut le dire. C'est pourquoi, en résumé, on a essayé d'estimer en 80 milliards, à part les fonds revolving que FAEF engage aujourd'hui. Okay. Donc, nous, personnellement, nous quittons volet sinistré, volet entrepreneuriat. Donc, nous, personnellement, nous ne pouvons adresser que nos remerciements. D'abord, au président de la République, Mamadi Doumbouya, le président Mamadi Doumbouya, son premier ministre qui nous a même permis aujourd'hui de faire notre 2e anniversaire, faire la marche blanche, nous faire la coupe. Ok, on va revenir sur les activités qui ont meublé ce 2e anniversaire. Oui. Mais en plus du gouvernement, il y a aussi le FMI qui ne vous a pas abandonné, qui vous a tendu la main. Oui, effectivement. Le FMI, la Banque mondiale, je peux même dire même la Croix-Rouge, la Terre des Hommes, qui avait meublé la salle d'informatique du lycée 28 septembre. Donc nous avons été assistés par les institutions nationales comme internationales. Pour le cas du FMI, j'appuie sur la facilité de crédit, oui, qui se chiffre quand même aussi à une quarantaine de milliards. 42 milliards 625 millions. Les fonds revolving. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu une chose très concrète. Dès qu'on avait fini notre sacrifice, après la marche blanche, la directrice Virginie Touré nous a conduits au concret, au bureau de Cofina, où 13 des ménages sinistrés avaient déjà leur dossier à la direction. Donc, ok, il faut rappeler, ce 18 décembre rappelle le 2e anniversaire. Oui. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Aujourd'hui, nous avons voulu immortaliser nos victimes. Parce que ce sont nos frères, nos sœurs. À travers quoi? À travers le grand sacrifice
on a appelé les 3 mosquées de Corenty, 1 et 2, pour venir ensemble commémorer cela. Nous avons fait la lecture du Saint-Coran. On a appelé les sinistrés massivement et après on a fait la marche blanche. Pour tout le monde était en blanc, en signe de paix, parce qu'on ne pouvait pas danser. Nous étions en deuil ce jour. Nous sommes partis et vers le site même, là où il y a eu la chose, pour implorer la clémence, la miséricorde de Dieu, de leur accorder le paradis. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai, en termes d'assistance, vous en aurez toujours besoin. Vous êtes des sinistrés, mais parmi vous, on retrouve des entrepreneurs. Oui. Comme dernier appel, quel message à l'endroit de vos pères sinistrés, qui sont à la fois, qui sont également des entrepreneurs, mais aussi des autorités qui vous accompagnent sans cesse et ses partenaires aussi. Oui. Bon, le message est que si à un moment, nous étions souvent là, parce que sinistré, ça ne fait pas du bien aussi. Pourquoi? C'est comme si... On veut changer de langage, quoi. Voilà, de langage. Comme si quelqu'un vient souvent te donner de l'aumône, du cadeau. Et aujourd'hui, nous voulons quitter le volet sinistré là, entreprendre nous-mêmes, faire l'autonomisation. Comme ça se fait maintenant. Comme ça se fait maintenant. Et surtout être à la hauteur de la confiance de nos partenaires financiers. Et ceux-là qui ont été intermédiaires, le président, Premier ministre, le ministre des Finances, M. Mourana, le département, Mme Charlotte, et Kadiatou Virginie, qui fait les campagnes de proximité avec nous. Nous devons vraiment les honorer et les faire savoir qu'ils ne se sont pas trompés de population, quoi. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci mon frère. J'étais sur ce plateau avec le président du bureau des sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Corenty à Kaloum, à la personne de M. Amara Touré. À l'approche de la fête de Noël, geste de solidarité en faveur des enfants de l'orphelinat Regina Maris. C'est un don de vivre et de non-vivre à la Fondation Je Danse. La structure réaffirme son soutien aux couches vulnérables. Cheikh Sanoussi Sanko. Cette humanitaire s'inscrit dans la vision sociale du président de la République, axée sur la solidarité et l'attention portée à tous les fils et filles du pays. Le don de vivre et de non-vivre, remis aux enfants de l'orphelinat Regina Maris, vise à leur redonner le sourire à l'approche des fêtes de Noël. C'est une très grande joie pour nous aujourd'hui de recevoir de la part de la Fondation Je Danse, qui vient faire des dons au nom du président de la République et au nom de tous les donateurs pour épater nos enfants. Nos enfants, aujourd'hui, ils savent qu'il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui sont au dehors. Fidèle à la politique de soutien aux personnes vulnérables, la Fondation Je Danse se réjouit de pouvoir apporter son appui à cet orphelinat et de contribuer au bien-être des enfants. Nous remercions le chef de l'État et tous nos donateurs pour ce cadeau très précieux pour nous à l'approche des fêtes de Noël. La vision du chef de l'État, c'est que tous les Guinéens soient traités sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, dans les profondeurs des orphelinats, on sait que les plus démunis savent compter sur des personnes de bonne volonté, comme le chef de l'État. Le geste a profondément touché les bénéficiaires qui saluent le caractère humain et solidaire des donateurs. Merci à la Fondation Je Danse. Merci pour ces dons. Je n'ai pas beaucoup de mots, mais j'aimerais dire quand même merci. Merci pour tout. Un sentiment de joie pour tous les enfants, puisque la vision qui a été donnée par la Fondation Je Danse, apporter du sourire à ces petits-enfants, n'est pas fortuit. C'est ici un don à cœur ouvert. En cette période de Noël, la joie des enfants est immense, car chaque enfant a besoin d'attention et de soutien pour vivre des moments agréables conformément à la vision de solidarité prônée par le président de la République.
À Conakry, conseil d'administration de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guisser, une session consacrée à l'examen du bilan 2025, mais surtout à la validation des grandes décisions pour 2026. Maïmouna Bella Diallo. Au cœur des travaux, le rapport d'activité 2025, passé au peigne fin par les administrateurs. Une étape clé pour mesurer les actions menées et ajuster les stratégies face aux défis persistants de la sécurité routière en Guinée. On se réunit souvent pour voir quels sont les moyens, quelles sont les priorités à mettre sur pied pour que vraiment l'usager guinéen se sente à l'aise au niveau de nos axes routiers. Le conseil d'administration a validé le budget 2026 et pris connaissance du plan d'action pour la même année. Les échanges ont permis de définir des priorités claires, avec des instructions fermes pour une mise en œuvre rapide et efficace des actions prévues. Nous avons examiné avec le conseil d'administration le rapport d'activité 2025 et le plan d'action stratégique de 2026 a été présenté également au conseil d'administration. L'objectif est clair, c'est de réduire drastiquement les accidents de circulation sur la route, renforcer la formation des conducteurs de taxi-moto, des taximètres, renforcer également les compétences des policiers et des gendarmes également. Cette session s'inscrit dans une dynamique de bilan et de projection visant à rendre le plan d'action 2026 pleinement opérationnel dans les tout prochains mois. Pour le cas de la Guisère, c'est la gouvernance suprême pour élaborer les plans d'action stratégiques dans le cadre de la prévention des accidents de circulation et puis aussi la fourniture des moyens et la maintenance des moyens en matière de lutte contre les accidents de circulation. Avec un budget validé et un plan d'action clairement balisé, Aguizer se projette désormais vers 2026, déterminé à renforcer la prévention et à améliorer durablement la sécurité sur les routes guinéennes. On remonte à Kindia, où les officiers de police judiciaire sont la cible de 2 jours de formation. Une session axée sur les articles relatifs à la lutte contre la migration ainsi que le trafic des êtres humains. L'activité est pilotée par la direction générale de l'OPROGEM. Yaya Silla. La rencontre de Kindia des officiers de la police judiciaire de l'OPROGEM est une suite logique de renforcement des capacités organisées pour tous les membres de la direction générale de l'OPROGEM. Ici à Kindia, les notions comme la typologie des traites des êtres humains, le trafic illicite des migrants et les techniques de démantèlement des réseaux criminels de trafiquants sont entre autres débattus. Un module qui porte sur la détection de ces trafiquants dans nos différentes communautés, dans les villes, dans les agglomérations. Et nous enseignons nos cadres pour qu'ils puissent vraiment détecter non seulement les victimes, mais aussi les trafiquants qui sont vraiment des sujets très nuisibles pour la société, pour la nation toute entière. Le phénomène de migration est ancré dans le cerveau de plusieurs jeunes en quête de bien-être. Ces jeunes ignorent complètement la voie à suivre, d'où l'intervention des trafiquants. Votre mission est une mission noble qui nécessite le renforcement continu de vos capacités opérationnelles de travail. C'est pourquoi ce présent atelier, j'exhorte chacun de vous et chacune de vous à tirer une oreille attentive pour que les directives, les instructions, les instruments que nous mettons à votre disposition soient des instruments vous permettant d'augmenter vos réflexions. La direction générale de l'OPROGEM est en permanence en combat contre la dépravation des mœurs. Cette formation des officiers est un tremplin dans la lutte contre les contrevenants. On enchaîne avec la sécurisation de l'espace maritime guinéen. 6 vedettes de patrouille sont entièrement rénovées par l'état-major de l'armée de mer. C'est le chef d'état-major général des armées qui procède à la remise de ces vedettes à la brigade flottante de la marine nationale. Lieutenant Cheikh Mohamed Ali Kondé de la presse militaire.
Dans l'optique de renforcer la surveillance sur le littoral guinéen, 6 vedettes patrouilleurs viennent d'être mises à la disposition des régions opérationnelles maritimes. Le chef d'état-major général des armées, entouré du chef d'état-major de l'armée des mers et de plusieurs officiers, est venu s'assurer de l'effectivité de l'opération. Un lancement qui rime avec la vision de renouveau des forces armées guinéennes prônée par les autorités du pays. Ces vedettes intercepteurs, véritables bras armés de la souveraineté nationale sur mer, ont bénéficié de travaux de réparation, de modernisation et de remise à niveau réalisés avec rigueur, professionnalisme et dans le respect des normes recommandées. Leur remise en condition opérationnelle marque le retour en force de nos unités navales dans les zones stratégiques du littoral national. Entièrement rénovées par la brigade des unités flottantes, ces vedettes devraient contribuer à accroître la vigilance en mer. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction à la hiérarchie militaire. Nous avons eu la chance d'avoir 2 bijoux qui vont nous permettre de travailler, de servir la Guinée, pas de se servir. Nous sommes là pour un bon travail. Le travail qui nous permettra d'être plus fiers encore. La cérémonie de mise à l'eau de ces patrouilleurs a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de saluer les efforts du président de la République, Mamadi Doumbouya, pour l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. L'amélioration de la capacité opérationnelle des ROM vient à point nommé, parce qu'on avait besoin, et ça fait partie aussi des recommandations du chef suprême des armées, qui ne cesse de le dire, que la marine doit encore améliorer ses conditions opérationnelles en ce qui concerne la sécurisation de l'espace maritime. Et ce coup-là vient d'être réussi. L'armée des mers guinéennes est chargée de la défense de notre espace maritime et de la lutte contre les trafics illégaux dans nos eaux territoriales. En séjour de travail à l'Abbé, la délégation de Sikoval entreprend une série de visites de terrain. C'est pour s'assurer de l'impact de la coopération décentralisée entre les deux collectivités, des avancées enregistrées au cours des 20 dernières années. Sarafoudine Diallo, Sona Sagnou. Après 2 jours de séminaire entre la commune urbaine de l'Abbé et la délégation du Sikoval, place aux visites de terrain pour évaluer 20 ans de coopération décentralisée. La visite a été franchement satisfaisante aux yeux des partenaires Sikoval et nos amis venant du côté du Sénégal. Vous savez, quand quelqu'un t'apporte un appui, il est de ton devoir, après avoir exécuté, réalisé ces projets pour l'intérêt des citoyens, des bénéficiaires, de faire montrer ces résultats aux partenaires. Notre rôle, quand on est en France, c'est de parler des projets qui sont mis en œuvre en Guinée, au Sénégal, et c'est de les défendre. Et aujourd'hui, je suis très content d'être venu parce que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de citoyens de l'Abbé qui sont mobilisés tous les jours pour rendre leur vie et leur ville plus belle. Cette tournée permet à la délégation, à l'ONG Partenariat et aux invités venus du Sénégal de constater les résultats obtenus dans les 4 axes prioritaires: l'eau, l'assainissement, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, avec plusieurs actions complémentaires. Et ensemble, nous avons fêté 20 ans de coopération, 20 ans de travail acharné, 20 ans de collaboration et 20 ans de partage humain surtout. En clôture, la mission visite des écoles, le site de protection du barrage de Touri, puis le centre Sadeg, où près d'une centaine de femmes et de filles sont formées à divers métiers. À Koursa, le travail de la terre attire du monde davantage. Les fils, résidents et ressortissants s'intéressent à la culture du riz. C'est le cas d'un entrepreneur, fils de la localité, qui vient de mettre en valeur 137 hectares. Abdul Karim Kamara, images et témoignages. Des terres arables, Kouroussa en a à revendre. Aujourd'hui, les fils du Hamana sont enthousiastes à l'idée que ce potentiel peut aider à transformer leur préfecture en un grenier incontournable en Guinée. Cet homme collabore avec le ministère de l'Agriculture dans l'achat des machines, laverda et tracteurs, ainsi que l'engrais. Une collaboration qui a fini par aiguiser son appétit à se lancer dans l'agriculture.
Aujourd'hui, nous avons un président qui fait beaucoup pour nous, les agriculteurs. Si nous, les Guinéens, on prend du courage pour éviter beaucoup d'importations du riz, c'est possible en Guinée d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans le village de Karankama, sous-préfecture de Sangiana, le nouvel amoureux de la terre a mis en valeur 137 hectares dans les plaines de Bakroukoni et de Labedo. Au vu du calibre des grains, l'on s'estime heureux de voir un grand rendement sans apport technique, notamment l'aménagement. Malgré qu'il n'y a pas eu d'apport d'intrants agricoles, on a obtenu vraiment un résultat moins escompté. Toutes les variétés peuvent être expérimentées ici. Nous demandons que nous soyons accompagnés par l'État. Si l'aménagement est là, pourquoi faire une culture, c'est-à-dire une récolte par an? On peut faire plus que ça. C'est ce genre d'initiative qui est mieux pour nous, mais la population se laisse toujours aller à la dérive à cause des mines. Chacun doit donc se rendre à l'évidence que seule la terre ne trahit pas et notre survie en dépend. Ici, dans les plaines de Kouroussa, à côté de son engagement, cet entrepreneur, doublé désormais d'agriculteur, rappelle aux décideurs que l'autonomie alimentaire tant souhaitée passe nécessairement par la levée des obstacles au développement agricole. Et puis, cette déclaration de la Fédération des mines et carrières. La structure apporte un démenti suite à l'annonce de l'ex-secrétaire général des sociétés minières, annonce selon laquelle la Fédération des mines et carrières se désaffilie de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Marie-Noël Simon Tolno, Robert Bangoura. La fronde remonte au 6 décembre dernier, quand la Fédération des mines et carrières affiliée à l'USTG apprenait sa désaffiliation de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Une lettre circulaire avait fait état de cet acte posé par l'ex-secrétaire général des sociétés minières. Dans cette salle, ils sont au total 13 sociétés représentées qui revoquent cette annonce de l'ex-secrétaire général des sociétés minières. Considérant qu'aucune délégation ici présente n'a été concertée concernant la décision de désaffiliation de la FESAMICAG à l'USCG, considérant qu'il est reconnu à tout délégué syndical ou secrétaire général de démissionner à son poste de responsabilité. Mais quant à la délégation ou fédération, elle est l'émanation des différentes sociétés fédérées. Autrement dit, il appartient aux différentes délégations ou collèges syndicaux fédérés au sein de la FESAMICAG de décider de son affiliation ou de sa désaffiliation à une centrale syndicale. Soutenus par l'USTG dans leur décision de revoquer cette annonce, ces délégations présentes à ce conseil syndical s'engagent fermement et unanimement à continuer à œuvrer aux côtés de l'USTG. Les différentes sociétés membres de la FESAMICAG présentes à ce conseil syndical à l'unanimité décident et arrêtent ce qui suit. 1. Sa désapprobation et sa désolidarisation de la décision de désaffilier de la FESAMICAG à l'USCG annoncée par l'ex-secrétaire général Elhadji Inoussa Youla. Réitère son engagement et sa détermination à demeurer au sein de l'USCG. Ainsi, il est prévu demain vendredi 19 décembre 2025 l'organisation d'un congrès pour la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération des mines et carrières et assimilé ici à Conakry. Vive la classe ouvrière guinéenne! Sport à présent sur fond de célébration, le AFIA 77 commémore les 48 ans de son triplé et dans un contexte de refondation où le Guinéen a soif de sa place d'antan à l'échelle africaine. Mais comment, après ce sacre, le AFIA est devenu une légende pour les Guinéens? Ensemble, suivant ce commentaire signé Abdul Karim Kamara. Placé 8e parmi les 20 meilleurs clubs du continent du XXe siècle, le AFIA Football Club est le premier à remporter 3 fois la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions. 1972 à Kampala en Ouganda, 1975 à Lagos au Nigeria et 1977 en apothéose à Conakry. Ce club a été considéré comme symbole de vitalité de la jeunesse africaine par feu Ahmed Sékou Touré. Plus qu'un club de foot, le AFIA a réussi à réconcilier les nations avant le sommet des chefs d'État.
camarade Ahmed Sékou Touré, au lendemain du sacre, disait à la jeunesse africaine de Guinée de rétablir immédiatement le pont entre elle, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le AFIA, c'est également le 3e ballon d'or africain décroché par Chérif Souleymane et 2 ballons d'argent par Nabilaï Kamara, alias Papa Kamara. 48 ans après ce chapitre mémorable du foot guinéen, sur une 60aine de joueurs ayant écrit cette page d'histoire, il ne reste plus qu'une dizaine de joueurs en vie, dont 4 malades dans un état grabataire.